nous met dans les pays d'ivoire et de verre. J'effacerai tes larmes, tes peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, non, ne t'en va pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi.
take your seats. We are about to start the opening ceremony. Thank you very much. Thank you for your understanding. Monsieur Abbas. Monsieur Abbas, c'est Monsieur Abbas. Give galang. مرحبا. هو الحبيب. شرفوا. ساعتك بالكوبي دايرو ولا خليهم؟ لا خليهم معك. Yeah. It's full there. Very good. In the back. البروتوكول مع فلسطين تقول له ينزل تحت، ما عنده مكان هون ورا الرؤساء. قال الواحد لازم يكون معاه، عشان هو راجل كبير ما بيقدر يمشي للكويت. May I kindly request again, all of you, excellencies, ladies and gentlemen, we are about to start the opening ceremony, and I humbly request all of you to take your seats so that you allow us to start the opening ceremony, please. And especially, dear friends here in front of the podium, please, all of you behind.
Ethiopia, one head of state. We forgot to say. Okay. Your Excellency President Mahmoud Al-Sheikh Al-Azwan, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of African Union, Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Federal Democratic Republic of Ethiopia and host of the 38th Ordinary Session of the Assembly of the Union, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Mr. Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Mohamed Abbas, President of the State of Palestine, Your Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Honorable Mia Montri, Prime Minister of Barbados and Chairperson of the Caribbean Community, Your Excellency Dr. Adesina Akinomi, President of the African Development Bank, Excellencies, First Ladies, Honorable Ministers here present, Your Excellency Dr. Monique Sazabagana, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, Commissioners of the African Union Commission, Your Excellency Abdul Hassam Jacob Aziz, Deputy Secretary General of the League of Arab States, Your Excellencies, Ambassadors here present, Heads of African Union organs and regional economic communities and mechanisms, I also recognize the presence of our partners, members of the diplomatic corps, members of the press, and all distinguished delegates, all protocols observed. May I now kindly call the Excellency Chairperson of African Union to call this meeting to order. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Excellence, Dr. Abiy Ahmed, Premier ministre de la République démocratique d'Éthiopie, notre hôte, honorable chef d'État et de gouvernement, et chers collègues, Excellence Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les chefs d'État et de gouvernement et les hauts représentants des États membres et à nos distingués invités. Je voudrais aussi exprimer notre appréciation pour votre présence. Je suis heureux de déclarer ouverts les travaux de la 38e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Et pour commencer, mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence à la suite de la disparition d'un grand combattant pour la liberté, Monsieur Samo Nujoma, père fondateur de la Namibie. Donc je vous remercie. Merci. Je souhaite maintenant inviter le protocole de la Commission à nous décliner le déroulement de la cérémonie d'ouverture. Thank you, Your Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, ladies and gentlemen, may I humbly call all of you to rise for the African Union anthem.
Thank you. Your Excellency Muhammad Wil Sheikh Al Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union. Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellencies, Heads of States and Governments of African Union Member States. Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission. Your Excellency Mr. Mahmoud Abbas Abu Mazin, President of the State of Palestine. Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Your Excellency Maya Moore Motley, Prime Minister of Barbados. Your Excellencies, distinguished former presidents here present, Honorable Fairest Ladies here present, Your Excellencies, Honorable Ministers, Your Excellency Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Commissioners, and all the leadership of the Commission, Excellencies, Ambassadors, members of the Permanent Representatives Committee, Your Excellency Mina Wamakela, Secretary General of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA, Your Excellency Madame Nardos Bekele Thomas, Chief Executive Officer of the African Union Development Agency, AUDA-NIPAD, Your Excellency Dr. Jean Kaseya, Director General of the Africa CDC, Your Excellency Ambassador Marie-Antoinette Roscatre, Chief Executive Officer of the African Peer Review Mechanism, APRM, Your Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs of the Republic of South Africa, former Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, Heads of United Nations specialized agencies and international organizations here present, سعادة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ممثل الأمين العام، Your Excellency Luis Moshikiu Abo, Secretary General of the International Organization of La Francophonie, Your Excellency Dr. Warkena Yibihu, Executive Secretary of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, Your Excellencies, Heads of COMISA, ECOWAS, SINSAT, EAC, ECAS, SADC, and UMMA, Your Excellency Dr. Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank Group, a strong believer of the African development and prosperity, Your Excellencies Dr. Benedict Oki Orama, President of the Afri-Exim Bank, Your Excellency Dr. Sidi Wildeta, President of the Arab Bank for Economic Development in Africa, BADIA, معالي الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، Excellencies, Permanent Observer Representatives to the African Union, and Excellencies, representatives of our partners to the African Union, all protocol observed, members of the press, a very good morning to you all. It gives me immense honor and pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the 38th Ordinary Session of the AU Assembly of Heads of States and Governments, being held today at the Nelson Mandela Hall, the African Union headquarters in Addis Ababa, the capital of Africa. Addis Ababa, a vibrant city that has been at the heart of the Pan-African diplomacy and multilateralism, stands
as a symbol of Africa's unity and progress. As a host nation of the African Union, Ethiopia plays a crucial role in fostering continental dialogue and advancing African integration. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the 38th Ordinary Session of the Assembly of Heads of States and Governments of the African Union holds significant importance as it will oversee the elections of the chairperson and the deputy chairperson of the African Union Commission. Over the past years, the African Union has made remarkable progress in conflict resolution, mediation, and peacekeeping efforts, contributing to greater stability across the continent. Economic transformation has been further strengthened through the African Continental Free Trade Area and accession to the G20, contributing towards the implementation of Agenda 2063, the Africa we want. Excellencies, ladies and gentlemen, having said so, the program of today's opening ceremony will stand as follows. We will have a statement by His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, followed by a statement by His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, following which a statement by His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. We shall then have a statement by His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. Then His Excellency Mahmoud will Sheikh Al-Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, will make his opening remarks. Immediately after that, we will call the Dean of African Ambassadors in Ethiopia to introduce the new Bureau, members of the African Union Assembly, following which we shall have the handover ceremony for the Chairperson of the African Union. Then we will go to the launch of the African Union theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Without any further ado, I have the great honor and privilege to invite His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to deliver his statement. Your Excellency, the floor is yours. Your Excellency. Your Excellency, President Mohammed Ould, outgoing Chairperson of the African Union, Your Excellency, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Musa Faki Mohammed, outgoing Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. Welcome to Ethiopia, the cradle of Pan-Africanism and a proud champion of African unity and freedom. It is an honor to stand before you today as we reflect on the immense potential we hold, not just as individual nations, but as a united and dynamic continent. In a world marked by rapid change and multiple challenges, we find ourselves at a crossroads of uncertainty and opportunity. This moment calls upon us to strengthen our collective resolve, embrace resilience, and foster unity across Africa. The theme for this year's assembly calls on us to heal the scars of historical injustice and overcome lingering trauma that has long hindered our progress.
The demand for reparations is not about charity or financial aid. It is a call for justice. It seeks to restore the dignity of millions and heal the deep scars of poverty, inequality, and discrimination. It demands an end to the systematic exploitation of our wealth, resources, and opportunities. It also calls for a transformative process that acknowledges past harms and takes bold steps to right the wrongs caused upon us, upon society across the continent. Thank you. Thank you. Most importantly, the call for reparations requires not just words, but concrete actions to affirm the equal worth of every human being. Excellencies, ladies and gentlemen, to achieve lasting peace, justice, and prosperity, we must rise above the geopolitical tensions and the historical divisions imposed upon us by colonial borders. By fostering solidarity among all of our nations and embracing a shared destiny, we can pool our resources and talents to unlock our continent's full potential. Africa's cultural, ethnic, and linguistic diversity is a source of pride and strength upon which we must build inclusive governance and equitable development. Conflict resolution, diplomacy, and peace building must remain at the heart of our efforts. By championing African solutions to African challenges, we can secure lasting peace and stability. Let us celebrate our achievements in politics, science, economics, and arts. Strategic initiatives such as the African Continental Free Trade Area give us the tools to boost intra-Africa trade, reduce external dependency, and achieve self-reliance. With Africa's large and dynamic use, abundant natural resources, and growing technological innovations, we have all the means to ensure sustainable growth. The rapid advancement of artificial intelligence, particularly generative AI, offers unprecedented opportunities to transform our economies and societies. By collaborating in AI, fintech, renewable energy, and mobile technology, we can address shared challenges such as climate change, infrastructure gaps, and public health crisis. Africa's rich and diverse data sets are essential for training robust and inclusive AI models. This highlights the importance of African representation in shaping future technologies. However, as we embrace these advancements, it's essential to protect our data sovereignty, prevent digital exploitation, and develop homegrown AI solutions that reflect African values and contexts. As our data sets grow, so must our capacity to harness them for local and global good. When used responsibly, AI can be a powerful tool in conflict prevention, transparent governance, and inclusive development. Africa must actively participate in the global technology race to ensure we are competitive players in the evolving digital landscape, while also ensuring we benefit equitably from this technological revolution. Furthermore, Africa's voice on global issues
must grow stronger, ensuring that we have a say in shaping governance frameworks and other much-needed reforms in the global order. By empowering grassroots movements, youth networks, and educational programs focused on digital literacy and technological innovation, we can inspire the next generation. This will ensure Africa stands not just as a beneficiary of a global advancement, but as a key contributor in shaping the future of humanity. Excellencies, the opportunities before us are immense. Ethiopia is determined to prosper, guided by a vision of vibrant democracy, sustainable economic growth, rich cultural heritage, social progress, and a deep commitment to environmental regeneration. To realize this goal, we have laid out a pragmatic roadmap rooted in the transformative principles of Maddamar. Maddamar, an Amharic term loosely translated as synergy, is our guiding philosophy. It is a homegrown ideology that promotes prosperity, unity, sovereignty, security, and national dignity. At its core, Maddamar encourages social and economic advancement, celebrates diversity, and nurtures a spirit of community grounded in Ethiopia's rich culture, spirituality, and values. Reflecting on the progress of the past 5 years and building on the vision of Maddamar, Ethiopia has made remarkable strides. Despite inheriting a nation deeply divided along ethnic lines, burdened by substantial debt, and facing numerous internal challenges, we have moved forward with determination. At the same time, we navigated a complex and ever-changing regional and international landscape. Yet, through resilience and cooperation, we continue to move closer to the realization of our shared vision of prosperity. Our achievements speak for themselves. Allow me to share a few highlights. We have reformed our political system, transforming into an inclusive multi-party framework that reflects the diversity of our nation. To deepen these reforms and foster cohesion, reconciliation, and peace, we are undertaking a national dialogue. On the economic front, we have built a resilient and diverse economy. Over the past 5 years, we have doubled our cultivated land, increasing crop production to nearly 700 million quintals, with the wheat accounting for 40% of this total. These efforts have strengthened food security and driven rural development. Today, Ethiopia is the largest wheat producer in Africa. Thank you. Through collective efforts, we have reduced external debt by over 50%, double both GDP and GDP per capita, and tripled government revenue in 5 years, with an 8.1% growth reported in the most recent fiscal year. Across the country, our major cities are evolving into dynamic, culturally rich, and sustainable hubs. In education, we have established 40,000 kindergartens and primary schools to boost early childhood education. Additionally, we have launched a program to train 5 million coders to strengthen our digital economy.
Furthermore, we strive to honor our heritage by restoring national sites, developing tourist destinations, and reclaiming cultural artifacts, fulfilling our duty as the guardians of our nation's treasures. These accomplishments reflect the unwavering spirit and resilience of the Ethiopian people and underscore our firm commitment to advancing Ethiopia's future. With its focus on unity, cooperation, innovation, and shared progress, Maddamar can serve as a guiding framework for our Pan-African agenda. By embracing its principles, we can forge a path toward a more just, equitable, and prosperous future for all Africans. Excellencies, ladies and gentlemen, let us march forward with determination, harnessing the limitless potential of our continent and its people. The time is now to claim our future, build a legacy of equality and prosperity, and secure dignity for all. Let us be the generation that unites the continent and our diaspora in a shared vision of justice, prosperity, and peace. To conclude, I thank our outgoing chairperson, President Mohammed Ould, for his leadership and representing our organization on the global stage. Allow me to also warmly congratulate our newly chairperson, President Joao Lorenzo, and wish him success during his tenure. I would also like to take a moment to express my heartfelt gratitude to His Excellency Musa Faki Mohammed for his exemplary leadership as chairperson of the African Union Commission over the past 8 years. Throughout his tenure, His Excellency Musa Faki has shown unwavering commitment to Africa's development, peace, and integration, significantly strengthening the African Union's role in addressing the continent's challenge. I also extend my sincere thanks to him for being a steadfast friend of Ethiopia, supporting us not only during our times of success, but also in our moments of difficulty. Thank you, my brother. As we bid farewell to His Excellency Musa Faki, it is with great pleasure that I extend a warm welcome to our incoming chairperson of the African Union Commission here in Ethiopia. I am confident that under his leadership, we will continue to make great strides toward achieving our collective goals. I wish him every success during his mandate. Thank you for your attention, and I wish us all a fruitful summit. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement, and thank you for the generous hospitality extended to our Excellencies, heads of states and governments, as well as distinguished delegates. Thank you. And now allow me to invite with great honor and pleasure His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Your Excellency. Excellences, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed,
Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellences, Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellences, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais tout d'abord, puisque nous sommes encore au début de l'année nouvelle 2025, présenter à vos excellences, vos familles et vos peuples, au nom de tous les personnels de l'Union africaine, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements aux présidents en exercice avec lesquels j'ai successivement travaillé ces 8 dernières années. J'ai nommé dans l'ordre de leur présidence Alpha Condé, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Félix Tshisekedi, Macky Sall, Azali Assoumani et Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. En cet instant de remembrance, je ne peux oublier le président Idriss Déby Itnou, paix à son âme, qui, en africaniste convaincu, a eu l'initiative de ma candidature à la tête de la Commission et qui s'est investi sans compter pour un tel destin pour moi. Sa mort tragique a été ma plus atroce douleur de ce double mandat. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ces moments chargés d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport consolidé de notre bilan et un rapport annuel vous ont été distribués conformément à notre réglementation. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les rapides et intenses bouleversements géopolitiques qui ont caractérisé le contexte international durant mes 2 mandats ont eu des manifestations à la fois violentes et déstabilisatrices. La subite dégradation de la situation sanitaire consécutive au déclenchement de la Covid-19 s'est accompagnée malheureusement d'importants chocs et de profondes turbulences économiques et diplomatiques. Pour l'Afrique, cela s'est traduit par une aggravation du poids de la dette, de la baisse des flux d'investissement publics et privés, de la violence et de la prégnance de certains conflits africains, de l'affaissement du panafricanisme
et des chaînes de solidarités africaines, des manifestations d'obsolescence des institutions africaines, des appétits extérieurs en Afrique, des déficiences patentes en matière de gouvernance et de leadership en Afrique et même dans le monde, de la crise du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale, etc., etc. La guerre russo-ukrainienne, enclenchée en février 2022, est venue noircir davantage ces tableaux, annonçant une recomposition géopolitique mondiale. Est née une ligne de fracture qui a suscité une forme de bipolarité qui, dans les imaginaires politiques, évoque la réalité pourtant théoriquement dépassée de la guerre froide. Des incertitudes profondes sur la soutenabilité de la paix et de la coopération internationale ont empoisonné les esprits, assombri les consciences et ont renforcé le pessimisme, les égoïsmes et le pragmatisme mercantile. Les conséquences de cette guerre ont profondément affecté l'Afrique, qui importait l'essentiel de sa consommation céréalière et ses intrants agricoles de ces deux pays, la Russie et l'Ukraine. Le spectre de l'insécurité alimentaire et sanitaire a plané sur bien de nos pays, dont un bon nombre continue de souffrir de leur fragilité structurelle. أصحاب الفخامة والمعالي السادة سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط فإن الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ويعاني أبشع أنواع الظلم في التاريخ البشري. إن الحرب الفظيعة والجائرة التي دمرت كل شيء في فلسطين وخاصة في غزة، واستمرار حرمان هذا الشعب من حقوقه الأساسية في الاستقلال والسلام والوجود والحياة بكل بساطة، لا تشكل عاراً جسيماً لكل الإنسانية. ورغم ذلك كله ظل الشعب الفلسطيني البطل صامداً، كما ظل الاتحاد الإفريقي في جانبه بكل قوة وحزم. هنيئا لك يا أخي الرئيس أبو مازن. Ces paysages d'apocalypse qu'offre aujourd'hui la Palestine, la bande et la population de Gaza en particulier, après plus d'une année de guerre destructrice de toute forme de vie et de biens, continue de se dérouler dans le silence presque total des puissances du monde, si ce n'est l'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens hors de leur terre. C'est le comble. C'est vraiment le comble. Ce drame inouï pèse aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu et la libération des otages et prisonniers, facilités par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sur la conscience universelle et questionne profondément sur notre humanité. Les taux de la mondialisation avancée, étouffante, déshumanisée, ne laissent point l'Afrique en dehors de l'élite hégémonique qui se déroule loin de sa terre. Bien au contraire, le continent en subit les débordements et fragmentations que traduisent les conflits par procuration, des soutiens des puissances extérieures à peine voilées aux parties belligérantes sur le continent, des expansions du terrorisme et de l'extrémisme violent, des poursuites de la guerre ravageuse au Soudan, à l'est de la République démocratique du Congo, des divisions de la Libye dont je salue l'adoption hier ici même de la charte de réconciliation. Félicitations à vous, Monsieur le Président Danou Sassou Nguesso. Les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres.
C'est à ce contexte mondial et régional fortement dégradé que nous avons été confrontés au cours des 8 dernières années de développement de notre action. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la réforme institutionnelle de notre Union entamée en 2017 ambitionnait la création de conditions optimales pour garantir la poursuite efficiente des programmes inscrits dans notre boussole doctrinale stratégique, l'agenda 2063, aux fins d'une meilleure résistance aux défis ainsi identifiés. À ce titre, la reconfiguration du leadership de la Commission, un processus d'évaluation des performances du personnel, des rapports de collaboration plus étroits entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, actés par un nouveau protocole, l'institutionnalisation d'un sommet de coordination dédié à l'intégration, la mise en place des groupes techniques R10 et F15 chargés de veiller à la qualité des ressources humaines recrutées et au respect des règles d'or de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Union ont été les points saillants de cette réforme. Une évaluation de la pertinence de tous les organes de l'Union, sans exception aucune, fera naître une nouvelle cartographie administrative et institutionnelle de l'Union. J'insiste ici, en particulier, sur 3 parmi ces organes: le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité et le Comité des représentants permanents. Le mouvement d'ensemble de la réforme, avec ses ombres et lumières, confirme sa pertinence et sa nature nécessairement progressive à se déployer sur le long terme. C'est une exigence d'adaptation perpétuelle des structures de notre Union aux évolutions qui caractérisent le monde. Je voudrais ici remercier les présidents Paul Kagame et William Ruto pour leurs remarquables efforts pour faire avancer cette réforme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'évaluation de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063, couvrant la période allant de 2014 à 2023, révèle les progrès sectoriels accomplis dans notre marche vers la construction de l'Afrique que nous voulons. Il est crucial d'en tirer les vraies leçons et de procéder aux ajustements pertinents subséquents. Dans le domaine de la santé, c'est une approche holistique, traduite sur le terrain à travers des actions auréolées de succès. Avec la survenance de la pandémie de la Covid-19, Africa CDC s'est affirmée comme l'instrument le plus efficace de la lutte contre toutes les maladies. La préoccupante question du financement de la santé continue de nous préoccuper. 2 mécanismes de financement de la couverture sanitaire universelle et celle de la lutte contre la malnutrition sur le continent ont été conçus. Grâce au Centre africain des vaccins vétérinaires, PANVAC, dont le nouveau laboratoire de production de vaccins a été inauguré en février 2024, une avancée significative dans le domaine de l'élevage, de la santé animale et du développement socio-économique a été réalisée. L'Agence africaine des médicaments, AMA, a commencé l'installation de son siège à Kigali et ses activités sont sur la rampe de lancement. La médecine traditionnelle a bénéficié de l'élaboration de 2 plans décennaux, le dernier courant de 2025 à 2035. Le champ de l'éducation a été animé par la volonté de concevoir un nouveau système éducatif pensé en fonction des exigences d'un monde où l'enjeu majeur est devenu la compétition autour de l'innovation scientifique, technologique et maintenant par l'intelligence artificielle. C'est en cohérence avec cette âme que des stratégies diverses et complémentaires ont été développées, notamment lors de la conférence de Nouakchott de l'année 2024, initiée par la présidence en exercice la Mauritanie, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et d'autres partenaires, dont l'UNICEF et l'UNESCO en particulier. La centralité des problématiques genre et jeunesse a été affirmée. Les envoyés spéciaux femmes et jeunes se sont bien implantés dans l'univers institutionnel du leadership de l'organisation. Tout au long des 8 années de ce double mandat, bien d'autres domaines cruciaux ont retenu toute l'attention qu'ils méritent, de par leur importance pour le développement socio-économique de l'Afrique.
qu'il s'agisse de notre vision sur les questions minières, du programme détaillé de l'agriculture et de l'économie bleue, du développement des infrastructures et de l'énergie, du changement climatique avec l'adaptation et la résilience climatique du continent, de l'intégration régionale à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, de l'opérationnalisation effective du Fonds de la paix qui a dépassé l'objectif de 400 millions de dollars, du traitement des crises humanitaires dont l'Afrique est l'épicentre avec la mise en place de l'Agence africaine humanitaire, du renforcement de la visibilité de l'Union africaine à travers notre partenariat avec les Nations unies. Tous ont été au centre de notre entreprise collective. Je profite de l'occasion pour rendre ici un hommage tout particulier à un artisan majeur de ces partenariats. J'ai nommé Antonio Guterres, un grand ami de l'Afrique. Merci Antonio. L'accession de l'Union africaine au G20 et les BRICS, dont plusieurs États africains sont membres, est venue couronner cette visibilité. Sur toutes ces questions, les structures spécialisées de l'Union africaine et les États membres ont mené des réflexions approfondies et tracé des perspectives claires pour certaines et rendu concrètes bien d'autres. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a quelques mois, j'ai adressé à vos Excellences une lettre relative à quelques urgences centrales dans le devenir de notre Union et de ses capacités de réaliser au mieux possible nos objectifs. Je pense ici d'abord au Conseil de paix et sécurité, évoqué plus haut. Son rôle devrait s'accomplir sur la base des textes qui régissent son fonctionnement, dont il tire la force et la légitimité de concevoir, d'encadrer les questions prégnantes de notre sécurité collective et d'imposer, si nécessaire, les sanctions requises le cas échéant. Il est fort regrettable que ces décisions soient parfois contraires à nos principes et lorsqu'elles ne le sont pas, restent souvent lettre morte. Les décisions de cet organe continental central ne sauraient être considérées avec désinvolture et négligence par les États membres, ni par une conception et des pratiques biaisées des communautés économiques régionales au nom du principe galvaudé d'une subsidiarité interprétée de façon intéressée et partisane. L'évocation du CPS renvoie à la question des changements non constitutionnels du gouvernement. À cet égard, j'ai mentionné dans la dite lettre que nous n'avons plus désormais que deux options. Soit abandonner les principes qui régissent actuellement cette problématique, soit les appliquer sérieusement, quitte à les réviser et les adapter à nos besoins et réalités nouvelles. Nous ne pouvons, pour notre crédibilité, continuer à ressasser telle une litanie ces principes tout en les piétinant ou acceptant leur flagrante et constante violation. Il n'y a rien de plus corrosif de notre crédibilité qu'une telle attitude qui a conduit ces derniers temps à une véritable défiance vis-à-vis des règles et principes et fragiliser l'intégration dans une partie du continent. J'ai mentionné également le marasme persistant et paralysant de notre insupportable division en matière de représentation en relation avec nos partenariats dits stratégiques. J'appelais ici encore à choisir l'une des deux options qui s'y présentent pour nous et dont j'ai présenté clairement les termes dans ma lettre. J'avais également mentionné la question récurrente du financement de l'organisation, laquelle paradoxalement contraste avec les tendances continues de multiplication des organes sans souci de leur financement. Une organisation indépendante et gardienne de notre liberté et de notre souveraineté ne saurait se construire par le financement d'autrui. J'avais également soulevé la réduction privative d'initiative du président de la Commission de l'Union africaine et appelé à son harmonisation avec les obligations légales et coutumières qui s'imposent désormais à lui. En somme, l'essence de ma correspondance est simple et peut-être brutale. C'est la question d'être dignement
ou ne pas être de notre organisation, placés devant une terrible conjugaison de facteurs de complexité. Ce sont toutes ces questions auxquelles vous faites face aujourd'hui que j'ai voulu pudiquement poser dans ma lettre. Allons-nous enfin ouvrir les yeux sur le sort de notre organisation ou alors continuer à la laisser se lamenter et gémir? Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est une vérité banale aujourd'hui d'affirmer que les concepts et les instruments juridiques servant de cadre d'analyse des dynamiques de la politique internationale contemporaine sont périmés. Ils ont perdu leur vertu à la fois structurante et explicative des phénomènes mondiaux actuels. Un tel constat explique pourquoi les débats portent aujourd'hui sur les modalités d'avènement d'une nouvelle gouvernance économique et politique mondiale. L'Afrique ne peut rester muette et inactive. Elle doit impérativement se jeter dans la bataille pour se tailler sa place propre dans les configurations en cours de recomposition. Ce n'est pas facile. Cela demandera de l'ingéniosité, de la créativité, de la méthode, du courage. Plus généralement, cela demandera une vraie rédemption pour un réveil de la conscience et de l'âme du panafricanisme. Celui de la conscience de notre africanité, celui de la fierté de notre africanité, celui de l'attachement à notre africanité, celui du rejet de notre dépersonnalisation et de notre servilité nihiliste, de notre identité et de notre être. C'est à quoi nous appelle la jeunesse africaine. Celle-ci, majoritaire dans tous nos États, est de plus en plus exigeante. Sa voix résonne de plus en plus fort grâce aux nouvelles formes de communication qui amplifient toutes les expressions. Cette jeunesse africaine nous interpelle et nous fait constamment un procès en déphasage de ses aspirations, qui sont celles d'une Afrique ouverte sur elle-même et unie, souveraine dans ses politiques et choix, debout et solidaire. Cette solidarité a toujours été notre planche de salut dans notre combat contre le colonialisme et l'apartheid et le parachèvement de notre indépendance. Nous venons de nous incliner sur la mémoire d'un de ces grands combattants, Sam Nujoma. Ça doit nous rappeler quelque chose, mesdames et messieurs. La foi dans notre solidarité panafricaine a galvanisé nos consciences, nos volontés et nos intelligences pour nous conduire vers un destin commun plus prometteur. Il n'y a pas de nouvelle voie de notre futur que d'écouter et de donner corps aux aspirations de notre jeunesse, nos concitoyens et notre diaspora. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je quitte définitivement mes fonctions dans quelques jours. J'avoue que je me sens envahi par un doux sentiment de liberté qui m'autorise ces quelques mots venant du cœur. Le premier est un mot de profonde gratitude à vos excellences pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant pour 2 mandats successifs, président de la Commission de l'Union africaine. Soyez assurés que j'ai mesuré, et je mesure toujours, toutes les dimensions de cette confiance et du lourd poids de la gratitude et la reconnaissance subséquente. Le deuxième mot porte sur l'autre et moi. Dans cet autre, je pense d'abord à nos partenaires, surtout ceux qui nous ont offert une amitié sincère et une coopération mutuellement avantageuse. Je voudrais les remercier tous et leur exprimer notre gratitude. Je pense ensuite à vous ici présents, ainsi qu'à ceux qui nous ont quittés pour différentes raisons. Nous avons réalisé de bonnes et grandes choses, et surtout avons, autant que faire se peut, respecter une certaine éthique et une ligne de conduite que nous croyons conforme à nos principes et objectifs. Veuillez accepter toute ma reconnaissance. Les membres de la Commission de l'Union africaine, d'autres hommes et femmes ensuite, y ont travaillé
souvent dans l'ombre, avec assiduité, dévouement, discipline et talent, je voudrais leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Le troisième mot est relatif à mes propres limites. J'ai tant voulu faire vite et mieux au cours des 2 mandats que vous m'avez confiés. Je sais que je n'ai pas tout fait. Peut-être ai-je sous-estimé la lourdeur de la tâche et le poids des pesanteurs. Je sais que j'ai peut-être commis des erreurs. Je ne devrais peut-être pas dire peut-être. J'ai certainement commis des erreurs. Peut-être ai-je ici ou là faibli ou m'étais trompé et manqué des occasions de faire mieux. Je voudrais m'en excuser et demander pardon si mes manquements ont causé un quelconque tort individuel ou collectif. Le 4e mot est relatif à mon sentiment de l'instant. Je suis heureux de reprendre ma liberté. Mais je sais que j'aurai aussi la nostalgie des lieux, des femmes et des hommes que j'y ai connus, du peuple éthiopien à la civilisation millénaire. À vous, mon cher Dr Abiy Ahmed, Betam Amesegnalem. Peut-être faudra-t-il écrire l'histoire de tout cet enchevêtrement de sentiments et de sensations. Enfin, mon 5e mot est celui de mon serment, de continuer à servir, de penser à l'Afrique, à servir l'Afrique, à rêver pour elle, pour sa jeunesse à laquelle nous n'avons pas fait suffisamment et à laquelle nous devons faire beaucoup, car après tout, c'est elle qui compte aujourd'hui et davantage demain. Un mot de la fin à vous, Monsieur le Président et cher frère Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour vous dire combien j'ai apprécié votre proximité tout au long de votre mandat. Vous avez été un maître de sagesse, de civisme et de hauteur, inspirant à tous égards. À vous, Monsieur le Président et cher frère Joao Lourenço, je me permets de souligner que la force tranquille que vous symbolisez me rassure sur une présidence en exercice de sérieux et de substance. Puissiez-vous tous les deux en particulier, et nous tous, avoir une pensée agissante pour les grands prisonniers du Sahel, le président Mohamed Bazoum, dont rien ne justifie l'interminable détention. Il doit être libéré sans condition. Plein succès à notre sommet, plein succès à notre prochain leadership. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. Thank you for your statement. Thank you for your unwavering commitment. Thank you for dedication towards Africa's peace, development, and unity. Thank you very much. I will now have the honor to invite His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to deliver his statement. Your Excellency.